plus la mise en pratique. Donc mémoire cellulaire, puis ensuite je m'intéresse au vivant avant tout. Je suis plutôt un explorateur du vivant depuis 40 ans et avec notamment une vision alchimique du corps, c'est-à-dire l'exploration d'une voie alchimique dans le corps. Voilà. Voilà, donc tu es passé par, on va dire, des études un peu classiques de kiné et puis ensuite d'ostéo pour aller vers l'énergétique, l'information. Donc, on peut dire que ta quête, finalement, c'était l'information primordiale. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est l'information originelle, le verbe, pourquoi pas. Après, on peut y mettre des mots portés par le champ morphogénétique, l'akasha, le vide quantique. Aujourd'hui, on a beaucoup de mots pour qualifier cela et m'apercevoir qu'effectivement, la responsabilité de l'homme, notamment, surtout s'il voulait préserver le vivant, c'était de préserver cette connexion à cette information d'origine, dont le vecteur est l'eau. Hello, Hello, hello. merci, super, super transition. Pour, oui, parler de l'eau, c'est sûr, mais j'aimerais que le docteur Barly, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, eh bien, se présente. Ilyes, es-tu parmi nous? Oui, alors, Salut donc je Ilyes. suis docteur Ilyes Barli, médecin et chercheur indépendant. Je suis natif d'Alger, j'ai fait mes études de médecine à Alger et je suis depuis le 1er juin 2023 président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Mon intérêt pour certains éléments qui peuvent être en lien avec la conférence de ce soir, c'est qu'en 2013, j'ai exposé une étude sur l'intérêt de la combinaison de la vitamine C avec le NADH, qui est la coenzyme 1, qui est un cofacteur mitochondrial au niveau du cycle de Krebs, pour donner de l'hydrogène actif et donc des ATP et de l'énergie. Donc ça a été publié en 2013 sur David Publisher et ça m'a valu 3 distinctions. 2014, prix Award de l'Institut Antoine Béchamp. 2016, prix de l'innovation thérapeutique en Inde à Jaipur. Et en 2018, introduit dans le Hall of Fame, Linus Pauling de médecine orthomoléculaire à Tokyo, au Japon. Et ce 17 avril 2024, j'ai publié un article sur le lien entre les cellules souches, les mitochondries et le cancer, donc, qui a fait beaucoup d'approbation parmi la communauté scientifique. Et d'ailleurs, j'ai fait associer le professeur Thomas Sigerfield des États-Unis dans cet article avec le français Pierrick Martinez. Et ce 19 septembre 2024, bon, j'ai publié dans le journal de médecine orthomoléculaire le protocole thérapie hybride du cancer. Donc, c'est une combinaison de plusieurs thérapies, parmi elles le jeûne hydrique, parmi elles la marche, le sport, le, le, le régime cétogène, bien sûr des antiparasitaires, les vitamines, les oligoéléments. Et cet article vient de faire le buzz, c'est 48 dernières heures, plus de 5 200 000 lectures, qui est un breaking news, comme le nomment les Américains. Et on espère que ceci va permettre de s'ouvrir à de nouvelles visions. Et pour ce qui nous concerne, par rapport à la thématique de ce soir, c'est qu'il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai accepté. Un, je l'ai utilisé sur moi-même. Et d'ailleurs, l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'unique moyen. Et j'ai fait une détox personnelle par rapport à mes différents empoisonnements du citadin. Donc, plomb, mercure, cadmium, arsenic et aluminium, sans oublier les pesticides. Avec une thérapie, donc j'ai pu bénéficier d'une détoxication au pH 9,5 et 11,5, ce qui m'a permis d'éliminer pratiquement tous les métaux lourds. Bon, il restait à la fin du mercure, mais j'avais encore une dent plombée que je viens d'enlever le plomb, mais ça a généré une certaine toxicité. Donc, je suis à nouveau dans une détoxication, et donc là, il y a mon verre. Deuxième truc,
la thérapie à l'hydrogène m'inspire depuis 2013. Bon, il y a trois molécules qui portent l'hydrogène sur le plan pratique. Il y a ben, l'eau qu'on va hydrogéner, ioniser et alcaline qu'on va aborder ce soir. Il y a le NADH, donc c'est le nicotinamide adénine dihydrure. Mais bon, le principe de base, c'est qu'il émet de l'hydrogène plus. Et le nébuliseur de Toshibumo Wakayama, qui est également au Japon, qui permet d'inhaler de l'hydrogène. Donc, l'inhaler, le prendre en comprimé sublingual ou le boire, l'essentiel, c'est de parler de l'hydrogène. Et enfin, vous savez tous qu'il y a un siècle, Otto Warburg a émis la thèse qu'aucune maladie ne peut s'installer, ni même le cancer, sur un terrain donc alcalin, ou c'est-à-dire plutôt un terrain non acide au niveau du pH. Et ça, c'est très important et je le considère comme un des éléments de base de la prévention. Voilà pour Ah, la présentation. voilà, ça c'est Ça du a failli Ilyes tout être frais. une conférence, hein. J'adore. Voilà, Merci Ilyes. Bon, merci. effectivement, on est là pour parler d'eau vivante, d'hydrogène, et on a une surprise aussi qui arrivera d'ici 30-35 minutes. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, oui, un éminent professeur avec qui je travaille. Et il faut savoir que lors d'une dernière, j'ai assisté à une des soutenances et bon, ils avaient énoncé que une découverte très importante. Je peux dire le concept à propos, sans dire plus, à propos de la Oui, fluidité des globules rouges dans la bonne santé. Donc voilà l'élément de base. Et donc, il y a des preuves scientifiques maintenant. Et j'ai invité ce professeur à être parmi nous donc à 20h45 pour partager officiellement les résultats de cette étude. Et pour une fois, c'est scientifiquement prouvé, publié. Et donc, on pourra aborder la fluidité des globules rouges dans la prévention vis-à-vis du cancer et dans la dynamique de la bonne santé. Et maintenant, on a des preuves et j'ai invité à ce que ça soit partagé là, dans cette conférence de ce soir. Et donc, vous êtes des privilégiés. Voilà. bien. Nous voilà cette masterclass, l'eau vivante à l'hydrogène moléculaire au service de votre santé, les amis. Donc, ce soir, nous accueillons le docteur Barley, Olivier Neveu, et puis tout plein de monde. D'ailleurs, vous êtes 135 ce soir, donc merci à toutes et à tous d'être présents et présentes. Voilà. Nous allons parler d'eau vivante. Donc, je vais vous faire un petit topo rapide sur cette importance de l'eau. Voilà, donc l'eau est présente absolument partout où la vie est apparue. Dans l'eau, l'eau fait apparaître la vie, elle est à l'origine du processus même de la vie. On retrouve 99% d'eau alcaline, saline, structurée dans le placenta. Le fascia, l'organe de l'unité, a 95% d'eau. L'eau stocke bien évidemment des gigas et des gigaoctets d'informations et contient toutes les mémoires. Alors, quelles sont les fonctions de l'eau? Eh bien, l'eau, de manière globale, va participer à tout dans votre corps. Elle est censée protéger, restaurer la vie. C'est le solvant universel, elle transporte tout. Elle est censée traiter, évacuer les déchets. Alors, elle participe à pas mal de fonctions, évidemment, hein, faire vivre, croître et dupliquer les cellules, réguler la température corporelle, humidifier les muqueuses du corps, faciliter la digestion. Je ne vais pas toutes les faire, mais au moins les essentielles. Déjà, équilibrer le pH du corps, lubrifier les articulations, transporter notre énergie, nos émotions, et bien évidemment recevoir, stocker, transmettre l'information, hein, ce que l'on nomme la mémoire de l'eau. Elle est censée éliminer les déchets, transporter les toxines hors des cellules, mais aussi fabriquer et utiliser certaines hormones et neurotransmetteurs. Donc c'est quand même déjà très important. La pyramide alimentaire, eh ben oui, on est au courant évidemment qu'on retrouve de l'eau dans nos aliments. Seulement, ces aliments ne couvrent qu'à 20% nos besoins en eau. On pourrait se passer de manger pendant 40 jours environ, mais on ne peut pas se passer de boire pendant, allez, maximum 4 jours, parce que certaines traditions qui s'entraînent peuvent le faire 4 jours.
mais on est déjà dans une situation de santé un peu compliquée. Et puis, vous verrez que la respiration, et notamment l'expiration, favorise une déshydratation également. Donc, finalement, l'endroit dans lequel on va vivre le reste de notre vie, c'est bien dans notre corps. Et ce corps, eh bien, il est fait à, tadam, roulement de tambour. Alors, pour un nourrisson, autour de 90% d'eau, hein, je parle là en masse et en volume. Et puis, dès l'âge adulte, bah, plus on va grandir, moins il va y avoir d'eau dans le corps. Et toujours en masse et en volume, à l'âge adulte, on est environ à 70% d'eau. Et plus on va avancer dans l'âge, autour de 75, 80, 85 ans, et bien, nous ne serons plus qu'à 50% d'eau. Alors, on a des pourcentages assez incroyables d'eau dans notre corps. Les poumons sont faits autour de 80% d'eau, le foie 70%, le sang autour de 90%, le cerveau autour de 80% d'eau. Bon, voilà. Sachez que dans une seule de vos cellules contient 22 milliards de molécules d'eau, que vous êtes composé entre 50 et 100 000 milliards de cellules, et que si on devait extraire là maintenant 10 molécules de votre corps, eh bien 9 sur 10 seraient des molécules d'eau. Voilà. Donc c'est assez considérable. Olivier Neveu, comment pourrait-on définir, qualifier une eau vivante? Oui, alors, avant de parler d'une eau vivante, j'aime bien parler aussi de quelques maîtres mots qui qualifient le vivant. Et on va voir en quoi l'eau vivante répond à ces notions-là. Et le premier mot voilà, qui va être en lien avec la révélation d'Iliès tout à l'heure sur la fluidité, c'est le mot mouvement. Sarah Nicolescu aime à dire que le seul fondement de l'univers, c'est le mouvement. Donc le mouvement est un maître mot. Le dynamisme, le flux, la relation, la connexion, tout ça, ça qualifie le vivant, mais aussi tout ce qui va toucher au processus de régulation. Donc, qui dit régulation dit équilibre, dit homéostasie, adaptabilité, résilience, harmonie. Voilà autant de mots qui qualifient le vivant, et on va voir en quoi l'eau nourrit ces maîtres mots en quelque sorte, et aussi penser à une chose, que le vivant, en fait, si on voit le vivant s'altérer, c'est simplement que quelque chose l'entrave, quelque chose l'empêche. Le vivant a une puissance ontologique ou originelle qui va de soi, simplement, parfois, le vivant est entravé. Et on va voir aussi en quoi l'eau vivante va nous aider à lever ces obstacles du vivant. Donc, pour en revenir à l'eau vivante, il suffit de regarder la nature. L'eau dans la nature, l'eau lorsqu'elle jaillit des sources, l'eau des torrents, l'eau des cascades, l'eau d'orage, toutes ces eaux-là ont été étudiées et on s'est aperçu qu'elles avaient certaines caractéristiques, bien évidemment, qui aujourd'hui qualifient une eau vivante, et ça fait consensus au niveau scientifique. Première caractéristique, c'est justement cette qualité de mouvement. La molécule d'eau adore être libre. La liberté va de pair avec l'eau vivante. Ce qui lui permet d'être plastique, c'est-à-dire ça va permettre à ces molécules d'eau de s'unir entre elles, on va le voir après, pour créer ce qu'on appelle des microclusters, c'est-à-dire des assemblages, et c'est grâce à ces microclusters que l'eau va remplir bien des rôles. Mais en tout cas, il y a cette liberté moléculaire, il y a la présence d'ions, c'est-à-dire de minéraux accompagnés d'énergie, des minéraux rendus à l'état d'électrolyte parce qu'accompagnés d'énergie, porteurs d'énergie, présence d'électrons, et de deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène moléculaire. Donc voilà ce qui caractérise une eau vivante. Et grâce à ces caractéristiques, effectivement, l'eau va pouvoir, déjà va être bien plus hydratante. Ça paraît presque une évidence, mais ce qui va sans le dire va mieux en le disant. C'est-à-dire que parce qu'elle est libre, on va dire de cette eau qu'elle est ce qu'on appelle colloïdale. Ça, je vais revenir plusieurs fois là-dessus, mais c'est-à-dire que notamment, elle a cette faculté de s'organiser dans l'espace en quelque sorte. Et en cela, c'est l'opposé d'agglomérer, de floculer. On dit souvent qu'un état mort est un état floculé, aggloméré. L'état vivant, c'est l'inverse. C'est un état un peu dispersé, agencé dans l'espace, de qualité colloïdale. Donc l'eau remplit exactement ces conditions-là. Donc elle est beaucoup plus hydratante, évidemment. Et grâce à ces caractéristiques, elle va notamment pouvoir nous aider à gérer, à lever les obstacles qui entravent le vivant.
et notamment deux obstacles majeurs que sont, je vous ai parlé de régulation et d'équilibre, ben là, en l'occurrence, il y a des dérégulations et des déséquilibres qui arrivent dans le temps et qui touchent notamment l'équilibre acido-basique et l'équilibre d'oxydoréduction, c'est-à-dire le fait que nous devenions de plus en plus acides ou en acidose et de plus en plus oxydés. Aujourd'hui, il faut savoir que l'oxydation, c'est reconnu scientifiquement par Miroslav Radman, par Jean-Marc Lemaître, et même Alexis Carrel le disait il y a bien longtemps, l'oxydation fait le lit de toute problématique. Donc c'est un sujet que d'offrir à notre corps la possibilité, encore une fois, de lever ses entraves, de réduire ses obstacles en quelque sorte, et de lui-même, le vivant reprend toute sa vitalité, toute sa puissance. Le vivant, lui, il ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui redonne les conditions minimales pour foisonner en quelque sorte. Hein. On parle souvent de prodigalité du vivant, c'est-à-dire que si le vivant va bien, il foisonne, c'est une évidence. Mais pour ça, il faut l'aider, et l'aider notamment en levant ses obstacles grâce à la qualité d'une eau vivante. Ensuite, l'eau vivante va nous permettre, en adoptant certaines structures, donc notamment certains états, et notamment la quatrième forme de l'eau, va nous permettre la connexion avec tous les champs énergétiques qui nous sous-tendent, dont nous avons besoin, dont le rapport au vide quantique, le champ informationnel, la conscience. Donc voilà pour une présentation rapide de l'enjeu d'une eau vivante. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais déjà d'avoir à l'esprit qu'elle est là pour entretenir la qualité de mouvement, le flux, la relation et la connexion. L'eau est vraiment un élément de relation. L'eau est médiatrice entre tous les niveaux de réalité de notre réalité. Et l'eau va nous aider à préserver tous les processus de régulation en nous aidant à préserver ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est le fait de rester dans un équilibre, dans une juste mesure, malgré toutes les fluctuations diverses et variées que nous vivons, que ce soit d'un point de vue endogène, c'est-à-dire venant de l'intérieur du corps, ou exogène, via tous les stress que nous vivons dans notre quotidien. Donc, ce qui qualifie une eau vivante, en deux mots, si on peut résumer, un, c'est sa qualité colloïdale, donc liberté moléculaire. Il n'y a pas d'eau vivante s'il n'y a pas liberté moléculaire et plasticité. On est bien d'accord? Ouais. Ok. Et qualité colloïdale, juste, je vais rebondir sur qualité colloïdale pour prolonger, c'est vraiment parler de la molécule d'eau dans l'espace, mais c'est aussi cette faculté que l'eau a de disperser la matière organique pour une meilleure mise à disposition, donc une meilleure biodisponibilité. La biodisponibilité et de l'eau et des éléments qu'on veut apporter au corps tient à cette qualité colloïdale des liquides en général, mais notamment de l'eau. Donc, dispersion de la matière organique pour une meilleure mise à disposition, même c'est une mise à disposition idéale, pour toute l'organisation de la complexité du vivant qui tient à cette organisation dans l'espace. Ça confirme en cela les propos de Linus Pauling, qui est prix Nobel, qui nous dit que la taille, la forme et l'espace autour d'une molécule, au sein d'une molécule, sont bien plus importants que les composés chimiques eux-mêmes. Donc cette organisation dans l'espace est vitale. La nature colloïdale parle du vivant. Le passage à l'état colloïdal, c'est le passage du non-vivant au vivant. Sans qualité colloïdale du vivant, de l'eau, mais aussi du sang, de la lymphe, du liquide interstitiel, tout s'effondre. Voilà. Ok. Donc, qualité colloïdale, porteuse d'électrons et d'ions, donc son énergie. Il n'y a pas d'eau vivante s'il n'y a pas présence d'électrons et d'ions. Ouais. Okay. Disons qu'on arrive à avoir cette qualité-là parce qu'il y a une activité bioélectronique de l'eau. C'est une autre façon aussi de parler de l'eau vivante. L'eau vivante est accompagnée et porteuse d'une activité bioélectronique, notamment d'une électronégativité, la présence des électrons, mais surtout porteur d'une activité bioélectronique, c'est-à-dire d'énergie en quelque sorte. Ok. Donc on a dit, vous retenez bien, hein, ce qui qualifie une eau vivante, on a parlé de sa qualité colloïdale, de la présence d'électrons et d'ions, et puis il y en a un troisième,
la présence de deux gaz quand même, oxygène et hydrogène moléculaire. Donc, Mm. s'il en manque un des trois, on Oui, n'est plus pas il va en face. manquer, plus on s'oriente vers déjà une eau morte, et surtout on se prive du premier carburant qui nous est demandé de prendre. L'eau, c'est l'aliment de vie numéro un, c'est l'élément de vie numéro un, l'eau. On se prive vraiment du premier des carburants, encore une fois, pour nourrir toutes ces qualités du vivant que sont le mouvement, tout ce flux, cette connexion et autres, et pour lever les obstacles qui entravent le vivant. Nous venons du vivant, on n'a pas à prendre en charge le vivant, c'est le vivant qui nous prend en charge, nous venons du vivant. Par contre, le vivant n'attend qu'une chose, c'est qu'on restaure voilà, ces petites conditions minimales. Baptiste Morisot dirait qu'on ravive les braises et qu'on lève quelques contraintes et le vivant repart à fond. Et d'ailleurs, c'est un témoignage qu'on entend très souvent. La vie n'attend que ça, que de s'exprimer à partir du moment où on lui ordonne les moyens. Bah, justement, parce que, bon, toi comme moi, pendant des dizaines et des dizaines d'années, bah, on a bu de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. Est-ce que tu peux nous donner un peu la différence entre une eau vivante qu'on vient de se... Enfin, cette eau, elle est faite pour notre corps. C'est celle que on est censé boire, que notre corps est censé se nourrir avec cette eau-là. Ouais. Donc, que se passe-t-il avec les eaux en bouteille et les eaux du robinet, même filtrées? Oui, bah là, du coup, si on regarde les caractéristiques qu'on vient d'énoncer, ces eaux-là ne cochent quasiment plus aucune case. Je vous ai dit, l'eau vivante, elle est colloïdale. L'eau du robinet l'est beaucoup moins, elle est partiellement flocculée, c'est-à-dire qu'il y a des agglomérats moléculaires qui forment l'eau, qui sont à la fois des molécules d'eau, qui sont emprisonnées les unes des autres, mais aussi qui emprisonnent des déchets et qui emprisonnent des minéraux. On est vraiment à l'état aggloméré, floculé. Ça qualifie vraiment une eau morte. Alors, du robinet, et alors encore plus pour l'eau en bouteille. Donc, sur cet aspect-là, elles sont à l'opposé de la qualité colloïdale. Et comme il n'y a pas d'énergie, bah, les minéraux ne sont surtout pas à l'état d'électrolyte, ce sont des cailloux. Il n'y a pas la présence d'activité ionique et ni d'électrons. Il n'y a pas d'activité bioélectronique de l'eau, ni dans l'eau du robinet, ni dans l'eau en bouteille. Et il n'y a plus les gaz. Donc, en fait, ces eaux-là ne cochent plus aucune case. Et je ne prends pas en compte là le fait, en plus, qu'elles sont porteuses. Aujourd'hui, ben voilà, ça fait la une de bien des revues et de bien des médias. Elles sont porteuses de toxiques en tout genre, de métaux lourds, de médicaments, de molécules plastiques. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Mais même avant cette période-là, c'est vrai que ces eaux-là. Alors, par contre, il reste encore quelques lieux privilégiés. Moi, j'en connais quelques-uns de personnes qui ont la chance d'avoir à l'eau du robinet une eau qui vient des sommets ou des choses comme ça et qui passe pas par des stations de traitement. Alors, c'est rarissime. J'ai vu ça dans les Pyrénées où il y a une superbe fontaine au cœur du village. Donc, l'eau, elle est superbe, elle arrive de la montagne. Et le maire a pris soin de marquer cette eau est non potable car non traitée. Bon, c'était un brin d'humour, mais voilà. D'accord, il est drôle, il est très drôle. On pourrait presque le prendre au premier degré. Ok, Oui, oui, mais bon, c'était donc, avec humour. donc ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que l'eau qui reste un peu stagnante dans nos canalisations, les molécules d'eau s'agglomèrent, forment des espèces de cailloux d'eau, et puis dans les bouteilles d'eau encore plus, puis tout ce qu'on retrouve dans nos Ouais. canalisations et dans les bouteilles Un d'eau. truc qu'il y a à savoir, c'est par exemple, l'eau a vit bien des misères pour arriver à notre robinet, entre les aspirations, les pressions et autres. Et il faut savoir qu'une eau qui est conduite en ligne droite dans des canalisations se dénature. Hein. L'eau, ce qu'elle adore, c'est de virevolter, c'est de se frotter aux obstacles. D'ailleurs, c'est toujours intéressant cette notion que ce qui vivifie, c'est de se frotter aux obstacles. Donc ça, c'est à extrapoler. Mais en tout cas, l'eau a horreur de la ligne droite, elle se dénature en ligne droite. Waouh, ok. Donc, alors, si elle est morte, comme tu le dis, et que les molécules d'eau, c'est des espèces de grappes énormes, est-ce que ces eaux-là nous hydratent réellement? Ah non, bien évidemment que non. Non, cette eau-là, elle va demander une énergie folle à notre corps, en fait. C'est ça, et c'est pas normal. L'eau, quand on la boit, elle doit franchir les muqueuses dès la bouche, dès l'œsophage. Enfin, elle passe très vite, en fait, hein, dans le milieu interstitiel, dans le sang et autres. Là, non, elle tombe sur l'estomac.
Et réellement, cette eau va demander de l'énergie au corps. Le corps va dépenser une énergie folle pour créer comme une hydrolyse un peu digestive, pour essayer d'extraire quand même des molécules d'eau, parce que c'est vital d'être hydraté. Donc voilà. Ok. Donc, on a une eau, attends, je remets mes idées en place, du robinet et une bouteille qui ne nous hydrate pas, et qui en plus, les minéraux qui sont à l'intérieur ne sont pas des minéraux biodisponibles. Ça veut dire que potentiellement, prendre des minéraux alcalins sur des eaux mortes va abîmer nos reins, nous Ouais, rester sur l'estomac, etc. On est bien d'accord. ouais, c'est ça. Ouais, 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 il Donc, va y avoir, ouais, parce que justement, ça s'agglomère notamment. Alors l'intérêt de boire une eau vivante, c'est que ça va lever ces agglomérats dans le corps. L'eau vivante a en plus cette faculté de lever tout ce qui s'agglutine, ce qui s'agglomère, de restituer le mouvement, et on va le voir notamment au niveau du sang tout à l'heure. d'accord. Donc, euh, qu'est-ce que va faire une eau vivante? Parce que là, tu es en train de la manière dont tu nous as décrit tout à l'heure l'eau vivante, j'ai la sensation qu'elle fait exactement l'inverse, l'opposé absolu de l'eau morte. Finalement, elle va tout rendre tout apport biodisponible. Est-ce que tu peux nous dire ça? Parce que j'ai beaucoup entendu, et certainement plein de personnes ici aujourd'hui, dire il faut pas boire de l'eau alcaline. Est-ce qu'on peut boire une eau alcalinisante? Et voilà, est-ce que tu peux nous faire un peu le Alors distinguo? là, ce Comment sont deux choses différentes. La notion de biodisponibilité, j'ai commencé à l'évoquer avec la notion d'eau colloïdale. Hein. Le fait que l'eau soit colloïdale fait encore une fois qu'elle disperse, qu'elle sépare pour une mise à disposition. Le sel que vous prenez dans votre alimentation, l'eau, de par cette qualité écolloïdale et solvante, va se charger d'isoler d'un côté le sodium, de l'autre côté le chlore, pour en faire un usage particulier dans notre organisme, que ça soit une mise à disposition de l'élément en tant que tel, mais aussi c'est de cette façon-là que l'eau prend la signature de l'élément comme une empreinte, va la une signature diffuser. énergétique, hein? Et Comment? tu parles bien d'information là, hein, de signature Là, on parle énergétique. d'information. À ce moment-là, l'eau va prendre l'information de l'élément, va la diffuser à 1 million de molécules d'eau autour d'elle à peu près, ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Et là, à ce moment-là, grâce à cette qualité-là, la biodisponibilité tient au fait d'avoir isolé, de pouvoir mettre à disposition l'élément et de pouvoir diffuser l'information de l'élément en question, parce qu'il se trouve que dans le corps se nourrit autant de l'élément que de l'information. Waouh. Ça, c'est vraiment un rôle primordial de l'eau et notamment de l'eau vivante dans le corps. Donc ça, au niveau de la biodisponibilité, ça tient vraiment à ces deux qualités colloïdales et solvantes. Elle est aussi du coup messagère, bien évidemment. Si on revient au fait que l'eau puisse emprunter l'information, l'amplifier, la stocker et l'émettre et la restituer, voilà, c'est vraiment ça un rôle, c'est une respiration que l'eau fait à chaque instant. Et ça avait été Moi, j'ai mis en lumière à la fois par Emoto, mais aussi par Vinlu en France. Un Vinlu qui est moins connu avait déjà constaté ça en disant l'eau passe son temps à cela, à prendre une information en devenant cohérente et en s'unissant, et à restituer l'information en devenant décohérente, en lâchant en quelque sorte l'information. Ok, donc si je résume, l'eau qu'on boit, l'eau du robinet, l'eau en bouteille ne nous hydrate pas. Elle perd sa qualité colloïdale, donc ça fait des espèces de grumeaux d'eau, ok? Donc elle ne peut pas nous hydrater. Et les minéraux qui sont censés neutraliser l'excès d'acidité dans le corps, parce qu'évidemment l'acidité dans le corps elle est extrêmement importante, d'ailleurs dans le corps et sur le corps. Mais l'excès d'acidité, c'est-à-dire que l'eau, elle est censée quand même enlever les déchets acides du corps, et là elle ne peut plus le faire si elle est plus hydratante. On est bien d'accord. Voilà. Et là, du coup, Faire l'équilibre. ça va nous permettre de revenir sur la deuxième notion que tu disais d'alcalinité ou d'alcalinisante. Il faut entendre, dans l'eau vivante, on n'est pas en train d'apporter une alcalinité qui vient contrebalancer une acidité dans le corps. On amène une qualité d'eau alcalinisante, c'est-à-dire capable de tamponner l'excès d'acidité qu'on a dans le corps. Et Ah, là, comme je le disais tout à l'heure, de cette façon-là, on lève un obstacle, on redonne les pleins pouvoirs à l'équilibre acido-basique du corps qui lui reprend la main et va pouvoir gérer tous les pH de notre corps. Ce n'est pas à nous d'indiquer au vivant, voilà, j'appuie sur tel bouton pour tel pH. Non, on va juste l'aider en amenant cette eau vivante à tamponner cet excès d'acidité pour lever un obstacle du vivant. C'en est un parmi tant d'autres. Et l'eau vivante fera la même chose avec l'équilibre d'oxydoréduction. Et ce que vont pas faire, évidemment, les eaux du robinet et les eaux en bouteille.
D'accord. Ok. Stéphane, Oui, Stéphane, cher Elias. oui, est-ce que c'est possible d'autoriser professeur Morad Haribi et ses élèves à rentrer? Oui, Euh, est-ce que je peux avoir les noms des personnes? Très bien. Donc déjà, professeur Morad Haribi, donc voilà. Parce que là, je ne le vois pas du tout dans la liste Mhm. de la salle d'attente. Bon. Ah, ok. Je vais demander le nom d'utilisateur. Ok. Oui, voilà, je te remercie beaucoup. Oui, parce qu'on va avoir dans quelques instants maintenant une première mondiale, les amis. Voilà, tout ça. Ah, ton micro, Stéphane, il s'est coupé. Oui, absolument, il s'est coupé. Donc je disais, oui, parce que dans quelques instants, nous allons avoir la présence du professeur Haribi, dont a parlé Ilyes tout à l'heure, et qui va nous faire Est-ce une... que c'est possible d'autoriser l'entrée à partir de Zoom et puis on va cadrer après s'il y a un souci? Il y a des personnes Allez, qui cherchent à Oui, oui. infiltrer, donc il faut arriver à un peu. oui, c'est ça. C'est ce qui peut être un peu Hmm. challengeant. Oui, oui, mais on coupe le micro et après, bon, on peut Bon, réguler. écoute, Ouais. on va se Ouais, débrouiller. en buvant de l'eau vivante, on a l'effet détox, donc on va éliminer les impurités. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'il faut accepter tout le monde, comme ça on pourra ne pas perdre de temps parce que pour avoir, Eh bien, écoute, nous y sommes. Voilà. on va Hop. être à 499. Bon, bref, tout ça pour dire que, les amis, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de l'eau vivante, et pourtant notre corps est fait pour boire cette eau. Comme vous, on a beaucoup entendu qu'on ne pouvait pas boire une eau alcaline, qu'il fallait boire une eau qui ne soit surtout pas alcaline, toutes les eaux sont hydratantes, etc., etc. Bah non, bah, c'est pas le cas en fait, hein. Olivier Neveu vient de nous le prouver par A plus B. Nous avons besoin d'une eau qui va être biodisponible, qui va être... Alors, juste un dernier mot avant peut-être la révélation. Olivier, il y a besoin que cette eau elle soit micromoléculaire pour être réellement hydratante. Est-ce Oui, que mais tu ça va peux... de pair. En fait, ça va de pair. C'est ça la qualité colloïdale. La qualité colloïdale, c'est qu'elle est micromoléculaire. C'est de rendre les choses micromoléculaires. La qualité colloïdale fait qu'il y a une qualité de mouvement qui est liée à une énergie retrouvée. Donc, tout ça rend tout micromoléculaire, à la fois les molécules d'eau eux-mêmes, mais aussi la biodisponibilité de tous les éléments qu'elle est censée porter. D'accord, ok. Bah, c'est une sacrée révolution d'entendre ça quand même. Enfin, je ne sais pas si les personnes qui sont parmi nous sont au courant, mais en tout cas maintenant ils le sont, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne le sont pas. Alors comment retrouve-t-on dans la nature ou par des procédés, on va dire, médicaux ou à usage domestique par exemple, comment on peut retrouver ces qualités d'eau vivante en temps réel et surtout quels bénéfices sur la santé? Ben, les bénéfices sur la santé, ça, j'ai commencé à les énoncer, notamment on est dans le corps à lever ces obstacles avec la restauration de l'homéostasie, des homéostasies, aussi bien l'équilibre acido-basique que l'oxydoréduction, une hydratation retrouvée, une connexion retrouvée. À l'eau vivante, c'est vraiment restaurer le Wi-Fi dans son corps, hein. C'est-à-dire que là, on capte les programmes, on transfère l'information, tout fonctionne au mieux. Dans la nature, cette eau-là, on la trouve dans les endroits où il y a de l'agitation, il y a de l'obstacle, les torrents, les cascades, il y a de l'activité. Pour le retrouver chez soi, le procédé qui, pour moi, se rapproche le plus largement, c'est l'électronisation, exactement, plus que la ionisation, on devrait dire électronisation, c'est-à-dire des ioniseurs, parce que c'est par ce procédé qu'on restaure l'activité bioélectronique de l'eau, c'est-à-dire toute cette vie énergétique qui rend sa liberté aux molécules d'eau, qui amène la présence d'ions, d'électrons et des deux gaz, avec possibilité de transfert de protons pour l'équilibre acido-basique, de transfert d'électrons pour l'équilibre d'oxydoréduction. Donc c'est vraiment ce procédé de ionisation qui permet d'avoir chez soi en temps réel une eau qui couvre tout ce spectre d'application, toutes ces caractéristiques vitales pour vraiment restaurer le vivant dans le corps. Waouh, ok. Donc, tu nous as dit une eau de source
venant de la Terre, en mouvement, dénué de toute pollution, qui Ouais, le plus offrirait, possible. bah oui, oui, qui pourrait offrir évidemment cette qualité d'eau vivante, et à ce jour, des électrolyseurs ou des comment tu l'as appelé? Alors, on dit ioniseur, c'est le terme qui est souvent employé, mais le terme idéal, c'est électrolyseur. En fait. Merci, Elias. D'accord, Électrolyseur. électrolyseur. Très bien, très bien. Électrolyseur, ouais. Alors, électrolyseur, n'importe quel électrolyseur ou il faut quand même une Alors, qualité voilà. médicale? Après, effectivement, pour avoir cette qualité bioélectronique, c'est-à-dire cette vie de l'eau, il faut une ionisation, une électronisation de qualité médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une puissance et une technologie très maîtrisée et très aboutie, une forte puissance d'électrolyse, avec des matériaux 100% inertes, de très haute qualité, qu'on dit donc de qualité médicale, parce que notamment on utilise le platine de qualité médico-chirurgicale pour s'assurer que ces matériaux, au regard de la puissance de l'électrolyse, notamment, ne vont pas lâcher la moindre particule de métal dans l'eau qu'on va boire. Et on ne peut pas faire l'économie de la qualité de ces métaux-là si on veut obtenir ces qualités-là et qu'elles tiennent dans le temps. Ok. Donc, finalement, il y a deux solutions. C'est l'eau naturelle et un électrolyseur de qualité médicale. Ouais. Il en existe bien dans le monde aujourd'hui des électrolyseurs de qualité médicale à usage domestique. J'ai pas entendu, ça a coupé. Je disais, il en existe combien? Est-ce qu'il existe déjà des ioniseurs de qualité médicale à usage De domestique qui peuvent... qualité médicale, non, il n'y en a qu'une. C'est le ioniseur proposé par Enagic. Après, des ioniseurs, il en existe de moindre qualité où on joue, là, pour le coup, sur tout, sur la puissance, parce que c'est une technologie qu'il faut savoir maîtriser. Il y a des ioniseurs qui prennent feu, il faut le savoir. Et on joue sur la qualité des métaux utilisés, des matériaux utilisés, parce que ça a un coût. Effectivement, Enagic est donc la seule société à proposer un ioniseur de qualité médicale, mais du titane et du platine pour réaliser ces plaques de ionisation. Le platine, ça coûte, ça a une certaine valeur. Stéphane, Oui, yes. Professeur Alibi demande comment accéder. Il a le lien Zoom, il n'arrive pas à accéder. Je pense qu'il faut autoriser. Et après, il demande l'autorisation d'accéder parce qu'il est en salle Ok, d'attente. super. Eh bien, Et écoute, essaye d'accepter tout le monde et après, ben, ça on y est, peut c'est fait. C'est pour fait, mon cher gérer. Elias. Voilà. C'est fait, mon cher Elias. Très Donc bien. maintenant, écoute, observons. Est-ce que le professeur Alibi est parmi nous? Alors, je vais lui dire que, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, pour résumer, Elias, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, eh bien, nous sommes composés essentiellement d'eau. Olivier Neveu, que j'aime paraphraser ou citer, nous dit que nous sommes Bonsoir. de l'eau Bonsoir. saupoudrée de la matière. La soupe de la Bonsoir. matière. Bonsoir, Bonsoir. professeur Aribi. Oui, Ravi merci. de vous recevoir. Eh bien, Donc, désolé pour ce retard. là, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Même nous, on avait un petit problème technique pour l'autorisation d'accès, donc c'est réglé. Donc, je vais inviter Stéphane Robin qui anime l'émission et Olivier Neveu qui est expert dans la structure moléculaire de l'eau et l'eau vivante. Donc, j'invite Stéphane à inviter professeur Mourad Aribi à se présenter. Bon, je suis membre de son laboratoire de recherche à l'université de Tlemcen et fier de l'être. C'est un des meilleurs laboratoires en Afrique et leurs études sont là, jour en jour, à apporter le bien pour l'humanité. Et donc, je donne la parole à Stéphane, qui va la remettre à professeur Mourad Aribi. Voilà. Eh bien, bonsoir, professeur Alibi. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à travers Ilyes. Il y a une révélation ce soir que tout le monde attend. Beaucoup de profanes aussi et d'experts, voilà, en tout genre. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter peut-être en quelques mots et puis nous parler de cette révélation que vous nous offrez. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Merci d'abord à vous tous.
de m'avoir invité pour donner quelques résultats concernant les travaux que nous avons effectués dans notre laboratoire, qui ont été focalisés sur les interactions entre le globule rouge et un certain nombre de cellules immunitaires, entre autres le macrophage. Nous avons débuté ce travail il y a quelques années et les macrophages, comme vous le savez, font partie des immunocytes, tout comme les cellules épithéliales, les plaquettes, ils font actuellement partie de cellules du système immunitaire. Moi, pour abréger, je vais directement parler de ce que j'ai prévu aujourd'hui. C'est les caractéristiques thermodynamiques et immunitaires du globule rouge. Je vais essayer de donner un aperçu très, très succinct sur les propriétés thermiques et des interactions avec le macrophage. Une étude récente que nous avons réalisée euh, a été focalisée sur les cellules NK dans certaines conditions qui sont mises en culture avec des cellules issues de cancers solides. Eh ben, nous avons effectué un certain nombre d'expérimentations où nous avons montré que le contact entre le globule rouge et les cellules NK peut les désactiver. Alors d'abord, je vais essayer de commencer par un certain nombre de rappels que tout le monde le sait. J'ai invité des étudiants à moi qui sont présents. Si j'ai invité quelques collègues qui sont très heureux d'y assister. Et j'ai demandé l'autorisation à mon ami et collègue, le professeur Bardi, pour donner l'accès Bienvenue, Avi. à mes invités. Alors, les globules rouges, comme vous savez, sont les cellules les plus abondantes du sang. Donc, je fais ce petit rappel tout simplement pour donner le rationnel de ce que je vais présenter. Et de manière très, très courte, hein. Le rôle principal est le transport de l'oxygène. Ce sont des éléments de base que tout le monde le sait. Et leur forme de disque biconcave, son noyau et leur membrane est flexible. Alors, ils ont un rôle important dans la régulation thermique. Leur capacité à changer de forme est influencée par des facteurs thermodynamiques comme la température. Ils ont des effets sur la liaison à l'oxygène. L'augmentation de la température diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Ce sont des choses que nous savons. Et il y a aussi des effets thermodynamiques sur les membranes des globules rouges. Le comportement des lipides membranaires, la fluidité de la membrane cellulaire dépend de la température. Il y a transition de phase dans laquelle les lipides de la membrane passent d'un état fluide à un état de gel selon la température. Donc, la révélation sur le rôle immunitaire, il y avait des arguments clés qui ont été donnés très récemment. Les globules rouges peuvent se lier à l'ADN acellulaire et exprimer un récepteur microbien qui s'appelle le Toll-like receptor 9, le TLR9, ce qui va augmenter ainsi leur capacité, donc la capacité de phagocytose par les phagocytes, en l'occurrence les macrophages et les cellules neutrophiles, et l'activation immunitaire innée lors d'infection ou de la septicémie. La liaison de l'ADN CPG déméthylé, parce que l'homme a de l'ADN CPG méthylé, alors ce qui permet au système immunitaire inné de reconnaître tout ce qui est non-soi, il le fait de manière parfaite comparé à l'immunité adaptative. Donc cette liaison de l'ADN CPG aux globules rouges modifie leur morphologie et l'expression d'une molécule qui s'appelle le CD47, ce qui entraîne une augmentation de l'érythrophagocytose et de l'activation immunitaire. Deuxième argument, c'est que cette voie peut contribuer, il a été montré qu'elle peut contribuer à des anémies et l'augmentation des cytokines, et cela a été aussi
remarqué dans la pandémie de Covid-19. Les globules rouges peuvent aussi englober une batterie de cytokines, tout comme les cellules immunitaires, et ces cytokines pourraient jouer un rôle immunomodulateur très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les globules rouges, maintenant, sont considérés comme des cellules immunitaires sentinelles. Alors, ils signalent au système immunitaire la présence de bactéries, de parasites et d'ADN mitochondriel acellulaire circulant, ce qui peut donner une idée sur, la présence d'agents infectieux, sur la septicémie, la pneumonie. Donc, ce sont des remarques qui ont été, euh, qui ont été observées lors d'expériences très poussées et des études ont été publiées auprès du prestigieux journal Nature. Alors, la problématique ce qui nous a poussé à euh, formuler une problématique, l'état de la question, c'est que les globules rouges peuvent avoir un effet modulateur sur le système immunitaire, des changements dans leur dynamisme pourraient influencer considérablement leur physiologie et par conséquent les activités immunitaires des cellules avec lesquelles elles pourraient créer une synapse. Alors, il y a des synapses immunologiques. L'un des objectifs principaux que nous avions fixés, c'est l'exploration du rôle potentiel des globules rouges dans la polarisation des macrophages et la formation de ce que l'on appelle traps, c'est-à-dire les pièges lors des infections. Donc, si vous me permettez, les traps sont des molécules composées de la chromatine, de l'ADN et d'un certain nombre d'enzymes qui sont délivrées dans le milieu extracellulaire d'abord, ils ont été montrés chez le neutrophile, ensuite chez un certain nombre de cellules de la lignée myéloïde, entre autres le macrophage. Donc, ces molécules sont faites d'ADN, sont faites de la chromatine et des composés bactéricides comme l'acide hypochloreux. Ils ont un rôle dans le piège à humer. Par exemple, le peroxyde d'hydrogène lors du burst respiratoire, l'explosion respiratoire, le burst oxydatif, ils sont délivrés, le peroxyde d'hydrogène sort de la cellule pour s'être transformé par la myéloperoxydase en l'acide hypochloreux. C'est un extrait de l'eau de Javel qui permet de lyser de manière significative l'agent infectieux. Alors, nos résultats, très brièvement, ont montré qu'il y a des effets des interactions entre le macrophage et le globule rouge sur le burst respiratoire. Ils permettent la phagocytose et l'expression et la provocation de la destruction intracellulaire des bactéries qui sont phagocytées. Il y a formation des TRAPE et c'est une première. Personne n'a montré ça auparavant. Et il y a des interactions sur la viabilité cellulaire et la... Nous avons des petits problèmes de connexion, les amis. J'espère que tout le monde a bien suivi ce que le professeur Arabi était en train de nous dire. C'est-à-dire la polarisation d'un état vers un autre, permettre lors de l'infection de polariser le macrophage ayant infecté, qui a été infecté lors de la phagocytose. Par exemple, nous avons travaillé sur Pseudomonas aeruginosa. Lors de la phagocytose, permet leur polarisation vers un profil pro-inflammatoire, c'est-à-dire un macrophage tueur, killer, qui a la capacité d'exprimer les molécules HLA de classe 2, des molécules de co-stimulation telles que le CD80, CD86 et d'autres molécules. Donc, c'est très important. Il lui permet aussi de fabriquer des cytokines pro-inflammatoires comme l'interféron gamma. Et la formation, ce qui est vraiment très, très
très intéressant, c'est la formation de pièges. Et nous avons également démontré leur implication dans ces processus dans d'autres contextes, ce qui souligne leur importance dans la gestion des infections et avec des implications notables en matière de santé publique. Alors, ce que nous proposons en médecine d'urgence, entre autres, cibler l'interaction entre les globules rouges et les macrophages pourrait offrir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Les recherches sur les globules rouges de vers de terre ont montré leur potentiel pour traiter l'ischémie en raison d'un meilleur rapport d'oxygène et de propriétés anti-inflammatoires et l'application de principes similaires pour moduler les interactions entre le globule rouge et le macrophage qui pourraient améliorer la gestion des infections graves telles que celles causées par Pseudomonas aeruginosa et en renforçant la réponse immunitaire et en réduisant la réponse inflammatoire. Eh bien, ce sont les principaux résultats que nous avons révélés lors de nos expériences qui ont été réalisées très récemment. Et Je vous à propos de la relation entre parce la que je pardon, savais oui. que le temps qui m'a été offert ne devrait pas excéder. Voilà. Merci, professeur Haribi. Ilyes, il faut que tu Yes, ton décoches micro. Ton ton micro, micro. Ilyes. Oui, oui. Ilyes. Juste une question, professeur Haribi. C'est essayer d'insister sur la relation entre la fluidité des globules rouges et la prévention à l'égard du cancer, si vous pouvez en dire plus. Eh bien, l'idée qui nous a été, qui nous a été, qui a été venue pour la première fois pour penser à cette fluidité, c'est que le globule rouge peut voyager dans l'organisme. Et s'il y a une brèche vasculaire, il peut accéder à des sites, à des sites inflammatoires, bien évidemment. Il peut aussi accéder à des tumeurs. Alors, le fait qu'il bouge, on peut changer sa thermodynamique, donc sa fluidité membranaire. Le fait qu'il bouge, il peut rencontrer, grâce à sa fluidité, des cellules qui ne sont pas rencontrées par d'autres cellules. Donc, c'est un facteur qui peut rencontrer plusieurs autres cellules, normales et pathologiques. C'est pourquoi nous avons essayé de faire des expériences en ex vivo où nous avons extrait des cellules natural killer à partir des cellules tumorales solides, 6 cancers solides. Nous avons travaillé dans un premier temps sur 6 types de cancers solides où nous avons mis en contact avec ces cellules des cellules NK parce que sont considérées comme une première lignée de défense contre les cancers. Ensuite, nous avons essayé de faire une co-culture avec les globules rouges issus des cellules, des globules rouges autologues, bien évidemment, et voir pour qu'il n'y ait pas rejet ou pour qu'il n'y ait pas une autre réaction, parce qu'il y a des interactions entre les cellules NK via les molécules CD47 et CYP1. Donc, nous avons essayé de voir est-ce que cette interaction entre le globule rouge et les cellules NK peut avoir un effet sur les cellules NK. Alors, ce travail a fait l'objet d'une thèse de doctorat en immunologie qui a été soutenue en 2020. Ensuite, comment? C'est que je reviens à nos moutons, c'est que les globules rouges, en interaction avec les cellules NK, provoquent leur polarisation vers un profil régulateur immunosuppressif. Les cellules NK deviennent des cellules NK régulatrices, c'est-à-dire NK-reg, qui expriment le facteur de transcription, qui est le meilleur marqueur des cellules régulatrices, qui est le FOXP3. Donc, ces cellules NK deviennent des cellules FOXP3+, et par le globule rouge.
donc il va les désactiver. Alors maintenant, nous sommes en train de voir d'autres processus pour voir la cause de cette désactivation et la cause, bien évidemment, de l'expression des cellules NK-reg. Ils expriment également l'interleukine 10, qui est aussi un marqueur des lymphocytes TF1, des cellules régulatrices de type 1. Donc, voilà ce que peut faire le globule rouge Alors, donc, dans les conditions pathologiques, lorsqu'il y a des cellules cancéreuses. Nous avons montré ça sur 6 types de cancers solides. alors, professeur Abedi, ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que la fluidité du sang a un lien direct avec notre pleine santé et surtout peut-être le désamorçage de certaines pathologies. Alors, je voudrais vous montrer une vidéo avec de l'eau vivante et voir un petit peu ce qui se passe dans nos globules rouges. Et je vous invite, peut-être docteur Barly ou vous, professeur Alibi, de nous en dire quelques mots. Ça dure quelques secondes. Alors, je vous demande un petit instant le temps que je retrouve la vidéo, bien entendu. Voilà, qui arrive, qui est là. Voilà. Je partage. Vous me dites si vous voyez bien la Eh oui, vidéo. C'est bon pour tout le Mhm. monde? Oui, oui. ouais. Oui. Magnifique. Alors, au réveil, ok, vous imaginez au réveil, 10 minutes après avoir consommé rien, après avoir consommé du café, de l'eau embouteillée et de l'eau vivante, eh bien, dites-nous où est la vie, les amis. Alors, Eh voilà. ben, la différence est de taille, hein. N'est-ce pas? Ouais. Alors, voilà ce que l'eau vivante provoque quasiment instantanément. Olivier, tu pourrais peut-être nous le dire, mais presque instantanément, le mouvement des globules rouges dans notre corps, en tout cas le mouvement sanguin. Qu'est-ce que ça implique pour notre santé, de manière très simple, pour que ça puisse parler à tout le monde? Cette fluidité, Ben, hein. je voudrais rajouter quelque chose hein, concernant le mouvement. Je, je n'ai pas cité des détails sur les expériences. Nous avons mis en contact avec ces cellules NK les globules rouges en mouvement et des globules rouges à l'état stagné, en stagnation. Donc, nous avons provoqué à volonté des mouvements des globules rouges ainsi que les cellules NK. Le mouvement permet la réactivation des cellules NK. Alors, c'est quoi les cellules intra, s'il vous plaît, professeur Haribi, pour les Natural profanes? killer cells, ce sont des lymphocytes naturelles tueuses, donc qui ont Waouh. la capacité de tuer une cellule cancéreuse. Ah, Lorsqu'il y a un mouvement des globules rouges, ça permet l'activation de ces cellules pour faire leur travail de tuer une cellule cancéreuse. et de Donc, nous manière avons naturelle. fait 2 expériences par, pour toutes les conditions que nous avons mises en culture, les 6 types de cancers solides, en conditions de stagnation lorsque les cellules ne bougent pas et dans les conditions où les cellules bougent. Donc, lorsque les cellules bougent, semble-t-il qu'il y a changement de l'entropie. C'est tout à fait normal. Si vous faites appel à tout ce qui est thermodynamique chimique, bien sûr, on va faire à l'entropie. Et on le sait que l'état de l'ordre dans une cellule mène à sa mort. Il faut qu'il y ait toujours un état de désordre. La sortie des ions, l'entrée d'autres ions, euh, la transmigration d'autres éléments, etc. Donc, il faut que la cellule bouge. À l'intérieur de son cytosol, il faut qu'il y ait des mouvements, et à l'extérieur de son cytosol, il faut qu'il y ait des mouvements aussi. Et cela peut être déterminé par la fluidité de la membrane plasmique.
Ok. Donc là, ce que vous nous dites, professeur Ladivi, pour toutes les personnes qui sont là, c'est que euh, mettre en mouvement la fluidité du sang, que ce soit avec de l'eau vivante, puisque c'est le sujet, peut-être même l'apport d'hydrogène, on pourrait peut-être en parler avec Elias, mais va permettre aux cellules NK d'être efficaces et de pouvoir neutraliser des cellules infectées. Est-ce que c'est Ou, ça? ou cancéreuse également. Et cancéreuse aussi. Et Et cancéreuse. cancéreuse. Ok. NK, Wow. c'est natural killer. Voilà. Natural killer. Voilà. Est-ce Donc, qu'il y a des questions? J'en profite parce qu'on a qu'on a quand même le professeur Haribi avec nous, on a le docteur Elias Barlier, on a Olivier Neveu, et je pense que c'est le bon moment pour nous de poser des questions à ces deux éminents experts, ces trois éminents experts sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas grand-chose de manière naturelle qui nous permette aujourd'hui, eh bien, d'avoir un sang qui soit fluide et extrêmement fluide, comme l'a décrit le professeur Haribi. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Vous avez un petit icône. Ah, je vois que Vince Ouais, lève la main avec sa propre main. merci. Salut Oui, Vince, c'est la mienne. C'est la mienne. bienvenue. Et Merci. puis, posez votre Oui, question. merci au docteur pour l'explication très claire. La question que j'avais, c'est comment se fait-il que toutes ces études, en gros, et ces recherches ne soient pas plus diffusées sur le plan national, en tout cas en France et peut-être en Europe, compte tenu de l'importance en fait que ça peut avoir enfin, dans la prévention et puis dans peut-être la guérison même de certains cancers, pas forcément des cancers très agressifs, mais au moins la prévention qui justement éviterait que les cancers deviennent très agressifs. Je trouve qu'il n'y a pas de communication autour de l'eau. Voilà, c'est une question. Ah, ah, autour de l'eau. Oui, tout à fait. Qui veut répondre, Olivier, sur l'eau et au professeur Haribi ou Ilyes? Est-ce que quelqu'un veut parler de la capacité de ces eaux-là? Vas-y, Ilyes. Je vois que tu as pris la parole. ben, l'eau ionisée, ben, comme l'a si bien décrit professeur Mourad Haribi, a un intérêt dans cette fluidité, d'assurer la stimulation de toutes les activités, y compris celles des cellules NK, donc Natural Killer, qui permettent l'autolyse, donc l'autophagie ou l'autodestruction des cellules cancéreuses ou bien des cellules atteintes, infectées ou bien nécrosées ou autres, et en même temps de renforcer les cellules saines et permettre une réparation cellulaire et tissulaire. Et comme l'a si bien dit professeur Mourad Haribi et Olivier Neveu, c'est que l'équilibre, c'est la mort. La dynamique, c'est la vie. Quelque part, je vais dire même la problématique, c'est la vie. L'antifragilité et rebondir, c'est vivre. Et donc, quelque part, cette dynamique de mouvement des globules rouges permet à tout le processus immunitaire de se mettre en place correctement et travailler au jour le jour, minute minute, seconde seconde, pour réparer ce qu'il y a lieu à réparer. Et je rappelle une information très importante. Souvent, il y a des confusions qui se font. Par exemple, quand on dit la vitamine C est nourricière, par exemple, des cellules cancéreuses à une certaine dose, alors que à dose pro-oxydante c'est thérapeutique, ben, les cellules cancéreuses existent en chaque organisme. C'est des cellules qui font partie ben de tout le listing des cellules qui existent dans le corps. Et donc, c'est le fait qu'elles ne soient pas éliminées correctement qui pose la problématique. Ou c'est le fait qu'elles soient stimulées dans leur multiplication, par exemple empoisonnement aux pesticides, aux métaux lourds, rayonnement électromagnétique et autres, qui est la problématique. Donc, sur le plan cellulaire, l'équilibre se fait toujours d'une manière parfaite et naturelle. Et là, c'est vraiment au détail près, hein, et quelque part là, on peut être en reconnaissance au divin pour tout cet équilibre qui est minutieux. Et donc, c'est la mémoire du stress
qui n'est pas conventionnel, si on veut, au niveau des mitochondries, sur les cellules souches, donc quelque part, ce qu'on appelle l'installation d'un organe de basse fréquence vibratoire énergétique, qui met le fait que des cellules souches peuvent se transformer dans l'organe cible en cellules cancéreuses. Et donc, finalement, le principe qui peut être et qu'on a présenté dans notre publication du 17 avril 2024 sur MDPI, donc cellules souches, mitochondries et cancer, c'est que chercher le reset zéro, donc remettre à zéro tous les compteurs pour permettre aux cellules souches non pas de reprogrammer en image miroir la basse fréquence vibratoire pour permettre de démultiplier des cellules saines et non aboutir à des cellules atteintes. Et également, une des observations qu'on a fait, c'est que quelque part, entre guillemets, les métastases n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est des cancers initiaux avec une mémoire ancienne d'un autre organe. Donc, on peut avoir tel organe qui a développé une atteinte, puis il y a un autre organe qui est en basse fréquence vibratoire où des cellules souches vont développer des cellules cancéreuses, mais à partir de l'organe initial. Et finalement, ce n'est pas un voyage comme on le croyait entre tel organe et tel organe. Non, pas du tout. C'est juste qu'au niveau de ce second organe de basse fréquence vibratoire énergétique, ben, il y a la mémoire au niveau des cellules souches du premier trauma. C'est comme quelqu'un, vous vous faites agresser, par exemple, je ne sais pas, par un chien errant. Vous allez dans votre souvenir d'enfance, à 6 ans et demi, de votre première rencontre avec ce chien errant. Donc, le corps va développer la première mémoire qui a permis le développement des cellules souches. Et donc, ce qui est intéressant et ce qui est nouveau et même thérapeutique, on ose le dire, c'est qu'avec cette vision d'eau ionisée, d'une eau structurée à pH alcalin, et donc ça permet d'aller, bon, pas en absolu, parce que il n'y a pas que la détoxication à l'égard des métaux lourds, il n'y a pas que la détoxication à l'égard des pesticides, bah, mais ça fait partie donc pour aller vers le reset zéro. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la libération neuro-émotionnelle qui a sa place, la libération neuro-existentielle, le poids transgénérationnel qu'il faut libérer. Il y a également la nutrition qu'on doit, l'alimentation, notre assiette, par exemple, s'éloigner des produits OGM, revenir aux produits de saison, de terroir, donc bio quelque part, mais bio, bon, il faut savoir que la législation, quand vous avez 3 pesticides, c'est noté bio. Les non bio, c'est à partir du 4e pesticide, ce qui est ridicule. Donc, essayez d'aller en permaculture, une agriculture donc locale. Et donc, il n'y a pas que ça également. Il y a beaucoup d'éléments, mais un de ces éléments, et il faut savoir, Dieu a créé de l'eau toute chose vivante. Eh bien, il est intéressant de savoir que, par exemple, l'eau de cascade, l'eau de source, également le ruissellement de l'eau, permet d'ioniser cette eau. Et donc, c'est dans cette dynamique, même une eau ionisée avec un équipement médicalisé, permet d'avoir ces résultats. Et donc, ça, pour moi, c'est très important. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience sur pratiquement 3 mois. Bon, moi, j'en consomme depuis plus d'une année ou 2 ans carrément. Mais ça m'a permis, par exemple, sur un plan personnel, ben, de faire une détoxication à l'égard des pesticides, preuve à l'appui, puisque j'ai un quantum analyseur personnel, plomb, également cadmium, arsenic et mercure. Non, mercure, c'était pas efficace parce que j'avais une dent plombée, et aluminium. Donc, vous voyez quelqu'un comme moi qui essaie d'être dans le programme nutritionnel anti-inflammatoire, voilà ce qu'il avait comme empoisonnement. Mais j'ai fait la détox. Donc, on se rapproche du reset zéro. Ben, il restait du mercure, pardon, c'est pas le magnésium, c'est le mercure.
Ben, j'ai gardé la dent, mais j'ai enlevé l'alliage que j'avais. Bon, j'ai eu un triple empoisonnement parce que le fait d'enlever un alliage est une source d'empoisonnement, il ne faut pas l'oublier. Et je suis dans une nouvelle détox. Donc, vous voyez qu'il y a une dynamique de détox. Et finalement, pour être en bonne santé, c'est être dans cette fluidité. D'ailleurs, la preuve, la fluidité des globules rouges mène vers la bonne santé. Aller en bord de mer, écouter durant 20 minutes les vagues qui vont faire bouger des galets ou bien sur le sable ou bien sur du rocher, en 20 minutes, vous allez avoir le vide. Parce que pour avoir le vide, au niveau de subconscient, on ne peut pas aller dans le vide, dans le silence absolu, mais dans une dynamique de mouvement où la meilleure relaxation, et donc qui est de la fréquence 432 Hz, celle de l'eau, qu'on peut avoir en étant assis à côté d'un ruissellement d'eau, à côté des cascades, ou bien en bord de mer, et avec des spécificités personnelles par rapport à vos souvenirs avec votre papa entre 6 ans et demi et 13 ans. Est-ce qu'il vous emmenait en bord de mer avec une plage avec sable, ou bien plage avec galets, ou bien des roches? Donc, vous voyez qu'il y a même la mémoire des mouvements de l'eau qui sont liés à vos émotions positives durant votre enfance. Donc, vous voyez que c'est vraiment vaste, mais il faut y aller, pierre par pierre, construire votre bonne santé dans cette dynamique de l'eau ionisée, hydrogénée et Goutte d'eau alcaline. par goutte. Voilà, Voilà. goutte d'eau par goutte d'eau. Et c'est vrai qu'on n'a pas là parlé de facteur hydrogène moléculaire aussi hein, dans ces eaux vivantes euh, qui ont, j'imagine, toute leur place dans cette fluidité sanguine. Je vois le professeur Haribi qui opine du chef. Ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est probablement là dans l'eau où l'hydrogène moléculaire est le plus biodisponible, en tout cas le plus puissant pour notre corps et notre métabolisme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Haribi, pour le docteur Barly, pour Olivier Neveu? Allez-y. J'ai vu tout à l'heure Jean-Louis qui a levé la main. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Donc allez-y, allez-y. Surtout, n'ayez pas peur de poser vos questions. Je vais aller voir en même temps sur le chat. Oui. Si je peux poser une Oui. question au docteur Haribi, en le félicitant hein, pour ses travaux, hein, bravo. La mise en relation des globules rouges avec la réduction inflammatoire des NF-κB, euh, j'ai une question que je me pose. Les cellules cancéreuses se caractérisent par une absence d'oxygène, du moins elles sont assez réfractaires à l'oxygène. Hein. L'oxygène a tendance à les réduire puisqu'elles vivent en milieu de fermentation. Euh, je voulais savoir si c'était les globules rouges eux-mêmes qui avaient une influence sur le NK ou c'est parce qu'ils sont porteurs d'oxygène, justement. Eh bien, c'est vraiment une idée extraordinaire à, à concrétiser sur Payas. Bon, dans les conditions cancéreuses, il y a de l'hypoxie. Et dans cette hypoxie, il y a expression d'un facteur de transcription au niveau de la cellule qui s'appelle HIF1-alpha. Ce HIF1-alpha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer une commutation phénotypique des cellules immunitaires innées, notamment le macrophage, vers un profil pro-inflammatoire, donc il a la capacité de tuer des cellules cancéreuses, même des cellules bactériennes. A contrario, dans les conditions où il y a de l'anormoxie, où il y a des infections parasitaires, il y a expression de ce que l'on appelle un autre facteur de transcription qui est le HIF2-alpha et qui va booster les cellules macrophages vers un profil anti-inflammatoire caractérisé par la production de cytokines anti-inflammatoires, c'est-à-dire des cytokines immunosuppressives. Et dans les cancers, on a besoin des cytokines pro-inflammatoires parce qu'ils ont la capacité d'activer des cellules lymphocytaires T8, cytotoxiques, des cellules NK.
Alors, il est fort probable que les globules rouges, lorsqu'ils apportent de l'oxygène moléculaire dans le milieu où se trouve une cellule tumorale, il va désactiver les cellules NK et les cellules macrophages. Il va s'opposer à leur polarisation vers un profil pro-inflammatoire M1 qui produit les cytokines pro-inflammatoires, des cytokines qui vont activer des cellules tueuses. Wow. Merci beaucoup, professeur Alibi. J'espère Merci. que ça a répondu à ta question, Merci. Jean-Louis. Oui. Ah, parfaitement. Il y a une question pour Olivier Neveu. Dans l'électrolyseur de qualité médicale, les plaques en métal, donc je rappelle en titane massif et en platine de qualité médico-chirurgicale, peuvent-elles transmettre des informations de l'environnement comme les ondes Wi-Fi, les ondes électromagnétiques non natives, 5G, ondes Wi-Fi, etc., etc. Nous écoutons ta réponse, Olivier. Oui, alors que les plaques, c'est les plaques qui transmettraient les ondes, c'est ça? Oui, c'est la question de Christine. Est-ce que les plaques Parce dans les que l'eau conduise les fréquences, ça c'est une évidence, et effectivement qu'on est tous sujets aux conséquences de ces stress oxydatifs. Par contre, justement, l'intérêt d'une eau vivante, c'est de s'opposer, alors non pas à la présence des antennes émettrices, si on baigne dans un bain d'ondes. Donc, autant se donner les moyens, effectivement, de limiter l'influence de ces ondes-là, mais aussi de donner les moyens au corps de s'opposer à l'oxydation générée. Parce que ça, c'est Marc Henry, hein, c'est des études scientifiques qui ont été faites, Marc Henry qui nous dit que c'est démontré qu'effectivement, l'influence des émissions telles que la 5G et tous les bruits des radiations électromagnétiques qui accompagnent sont source d'oxydation. Donc là, tout l'intérêt d'avoir une eau qui, en tout cas, réduit ce processus, ce stress oxydatif. Les plaques en elles-mêmes, là, je vois pas, je ne saurais pas répondre sur le fait que les plaques transmettent les ondes, non, ça, non. Mais sur le fait que l'eau conduise, oui, mais ça, c'est normal. Une Donc, d'où la question, nécessité de réduire ce parasitage, de réduire dans notre environnement au maximum d'un point de vue appréhension géobiologique, par exemple, de notre environnement, et de s'offrir cette eau-là pour réduire l'oxydation qui en serait la conséquence. j'ai une question, Olivier, qui me vient pendant que tu parles, puisque j'ai déjà entendu, et je pense que bon nombre de personnes ici ont déjà entendu, que en fait, quand il y a présence d'une tumeur ou d'un cancer, il y a présence d'alcalinité. Donc souvent, on a fait le lien, alors je ne sais plus qui disait ça, le sang était alcalin quand il y avait présence d'une tumeur. Ça, c'est la première chose que je voulais te poser comme question. Et la deuxième, c'est, tu vas peut-être y répondre d'ailleurs, c'est quel est l'ORP? Donc, quel est l'ORP d'une cellule saine? Oui, en tout cas, oui, c'est ça, sa différence de potentiel, oui. Alors, les études auxquelles tu fais allusion concernant une éventuelle alcalinité en lien avec le cancer, je pense que c'est les études de Vincent, qui a étudié effectivement le sang et les urines de patients atteints du cancer, mais qui ont le cancer bien déclaré. Et il en a conclu, effectivement, là, il voit que le sang s'oriente vers une légère alcalinité, et on peut retrouver des urines avec un pH 9 ou des choses comme ça, hein, donc sans problème, alors que le pH de l'urine est plutôt de 5-6. Et il en a conclu qu'effectivement, le cancer se développait en raison de cette alcalinité. Où là, moi, je ne suis pas d'accord avec cette version-là. C'est plutôt que quand le cancer est déclaré, le cancer qui est acidophile, qui se régale d'acidité notamment, eh ben, le corps, dans un dernier sursaut en quelque sorte, geste de survie, va aller chercher tous les minéraux alcalins présents dans nos tissus et va faire ce flash alcalin comme un dernier geste de survie pour essayer de tamponner au maximum l'acidité et de s'opposer à ce cancer. Et effectivement, si à ce moment-là, on fait le prélèvement au niveau du sang, qu'on étudie le pH sanguin et qu'on utilise, qu'on étudie le pH urinaire à ce moment-là, effectivement, on va objectiver ce flash alcalin. Mais pour moi, ça ne dit pas que cette alcalinité est à l'origine du cancer. Il est plutôt, cette alcalinité est la signature d'un cancer en cours. Effectivement, si quelqu'un fait son pH urinaire et qu'on voit le pH à 9, moi je l'envoie tout de suite en onco ou en cancéro. Il y a un problème gravissime. Là, le corps est en train de se battre de façon intense contre quelque chose.
voilà, moi, je suis plutôt dans cette vision-là. Et Ok, ton autre merci. question, c'était quoi ton autre question? C'était par rapport à l'ORP, par rapport à Alors, l'ORP l'ORP de la de la cellule, oui, voilà, certains chercheurs disent que la différence de potentiel idéal de la cellule, c'est moins 25 millivolts, et que ça, c'est un état très légèrement alcalin de la cellule, que ça va monter à moins 50 millivolts pour générer le processus de régénération cellulaire vital. La vie tient à ce processus de régénération cellulaire, et qu'à l'inverse, ce potentiel passe à plus 30 ou plus 60 millivolts dans le cas du cancer. Et donc, là, il faut vraiment, là aussi, réduire cette oxydation et réduire cette acidité pour ramener la cellule vers ces moins 25 millivolts. Wow. J'ai vu le professeur Haribi qui opinait du chef et qui avait envie de rajouter quelque chose. Concernant la basicité du milieu, peut-être que certains cancers se développent dans un milieu alcalin. Tout simplement, c'est le cas de l'Helicobacter pylori qui joue un rôle au premier plan dans les cancers gastro-duodénaux. Donc, il provoque d'abord des cancers colorectaux, pardon. Il provoque un ulcère gastro-duodénal. Ensuite, ça peut se transformer en un cancer. Tout simplement parce qu'elle essaye de transformer le pH acide en un pH basique pour pouvoir se développer. Et l'Helicobacter pylori est incriminé dans le processus, dans la pathogenèse de ces types de cancers. Pour ce qui est de l'acidité, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord pour toutes les propositions qui sont dans la littérature. Concernant l'acidité, c'est tout à fait normal. Elle pourrait avoir un effet sur la fixation des molécules de déglucose, parce que les molécules de déglucose sont transformées en acide pyruvique, et celui-ci, au lieu de se transformer en acétylcoenzyme A pour gagner la mitochondrie, pour poursuivre la voie du cycle de Krebs, reste dans le cytosol, puis se transforme à l'aide de lacticodéhydrogénase en acide lactique, qui sera transporté vers le milieu extracellulaire et donner de l'acidité. Donc, c'est un cercle vicieux. Il y a de l'inflammation qu'on doit réguler et de l'acidité qu'on doit réguler. Donc, peut-être c'est une signature, la basicité, c'est une signature d'un cancer qui est provoqué par une infection. Il se peut. Donc, Merci. cela suscite des recherches très approfondies dans ce contexte. Ok. Waouh. Bah, dis donc, ça, c'est des sacrées révélations ce soir. Et alors, j'ai une question on m'a posé un petit peu comme ça en message privé. Euh, Est-ce que tout ce que vous venez d'évoquer, Olivier, professeur Haribi, professeur Barley, docteur Barley, est-ce que cela s'applique à tout type de cancer, en particulier pour le cancer immunodépendant? Voilà, j'ai posé la question. Donc là, on parle de la fluidité du sang, là, etc. Il y a des différences, bon, à mon sens, il y a des différences entre les types de cancers, hein. Il y a des sous-types de cancers. Donc, chaque cancer a des caractéristiques bien déterminées. Ok, merci. Question pour Olivier. Qu'en est-il des fontaines d'eau biodynamisées et de l'eau magnétisée par des aimants puissants? Est-ce qu'ils peuvent donner les qualités en temps réel des eaux vivantes dont on vient d'évoquer? Est-ce que Non, que partiellement, c'est déjà très bien, hein. Je veux dire, toute recherche de dynamisation de l'eau sera bonne à prendre. Mais après, si vraiment on considère toutes les caractéristiques que j'ai évoquées au début, et notamment cette puissance bioélectronique, sincèrement, le ioniseur est pour moi le moyen le plus puissant. Mais il n'en reste pas moins qu'on peut chercher à dynamiser son eau et utiliser des aimants, notamment, effectivement, ça va déjà commencer à créer une activité euh, de l'eau. Ouais. c'est pas suffisant pour Non, recréer les pas pour qualités? retrouver. Voilà. Surtout en termes de qualité bioélectronique, vraiment en termes d'énergie puissante, d'arriver à l'état d'électrolyte pour les minéraux, avec cette présence d'électrons vital. Enfin voilà, on n'a pas Ouais. toutes ces qualités-là. Effectivement, je rappelle, par rapport à des questionnements que certains peuvent avoir,
où on a beaucoup entendu qu'il fallait absolument pas boire de l'eau alcaline, on peut boire de l'eau alcalinisante produite par des eaux vivantes car elles vont rendre tout apport biodisponible. On est d'accord là-dessus. Donc Ouais. pour ça, il faut deux éléments, une qualité colloïdale, OK, et une énergie, enfin, une qualité colloïdale créée par l'électrolyse, on est d'accord, un mouvement, plus l'apport d'ions et d'électrons. Oui, puis et plus après, pour plein d'autres vertus, ce qu'on n'a pas eu le temps de développer avec Ilyes, c'est tout l'apport en hydrogène moléculaire et toutes les vertus, tout l'impact de l'hydrogène moléculaire, notamment en termes de détox. Tout à fait. Donc, l'hydrogène a un rôle direct dans la détoxication. Il permet d'aller vers l'autolyse des cellules atteintes. Et en même temps, vu que c'est le cofacteur coenzyme 1 dans le cycle de Krebs, donc il permet via l'hydrogène libéré de donner les ATP, donc l'énergie. Donc, qui dit énergie dit renforcement des cellules saines et autophagie, autodestruction, autolyse des cellules atteintes. Donc là, tout est résumé. Donc finalement, l'hydrogène permet d'apporter cet équilibre, de renforcer ce qui est sain, d'éliminer ce qui est atteint. Et ça, c'est très intéressant. Et j'aimerais, parce que bon, j'aimerais en cette soirée remercier et rappeler que le professeur Mourad Aribi est le directeur du laboratoire de recherche en biologie, en immunologie et biologie biomoléculaire à l'université de Tlemcen et que son laboratoire apporte beaucoup dans la recherche et c'est un des meilleurs laboratoires en Afrique. Et je suis honoré d'être membre de ce laboratoire depuis ce mois de septembre officiellement. Voilà. Je suis très ravi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ilyes. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Alors, on nous parle Oui, des ioniseurs énergiques qui sont les seuls à avoir qui sont les seuls à être de qualité médicale aujourd'hui dans le monde. Donc, nous en parlerons ensemble ou vers la personne qui vous a invité ce soir. Nous pourrons en discuter à part parce que ça demande plus d'élaboration. Donc, rassurez-vous, on vous en parlera en privé. Oui, question. Jean-Louis, qu'est-ce que Pierre, tu as une question ou qui veut parler? Pierre, Allez-y. tu m'entends? Oui, très bien. Oui, bonsoir Pierre. Bonsoir Stéphane. La question que j'ai, bon, je suis content d'avoir entendu des explications qui ont pu vulgariser déjà des propos scientifiques, on va dire. Et je pense aux maladies auto-immunes, c'est-à-dire les cellules macrophages qui s'en prennent aux cellules saines. Est-ce que le système globule rouge les fait fonctionner de la même façon, en quelque sorte? Merci Pierre pour la profession. Je pense qu'il a saisi ta question. Si j'essaie de répondre, moi, nous n'avons pas encore des résultats sur l'effet du globule rouge sur le macrophage dans les conditions auto-immunes. Mais ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que le macrophage, quand il est d'un profil pro-inflammatoire, il va libérer des ROS, des Reactive Oxygen Species, et donc entre autres le monoxyde d'azote et le peroxyde d'hydrogène, à côté des cytokines pro-inflammatoires, entre autres l'interleukine bêta, qui vont provoquer des lésions au niveau des cellules cibles qui, qui seront la cible d'une destruction auto-immune. Cela a été montré notamment dans le cadre de l'auto-immunité diabétique de type 1, où l'on voit l'implication des macrophages au niveau des cellules bêta-pancréatiques, où il y a une aberration de l'expression des molécules HLA de classe 2 par ces cellules bêta. Voilà.
Pour ce qui est de l'effet du globule rouge, nous n'avons pas encore des résultats dans ces conditions. Mais nous avons pensé cette année de faire travailler des étudiants de master sur des conditions différentes. Entre autres, vous avez les maladies auto-immunes. Pour faire des comparaisons avec d'autres conditions. Maladies auto-immunes, cancer solide, cancer liquide et conditions infectieuses. Ok. Voilà, moi, j'imagine que ça répond à ta question, Pierre. Merci de l'avoir posée. Euh, Est-ce que quelqu'un encore... allez, on va encore prendre une dernière question. En tout cas, moi, j'en aurais une pour Ilyes. Euh, Peut-être, Ilyes, peux-tu nous... À quel point l'hydrogène eh bien, à ce mieux-être de santé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la capacité de cet hydrogène? C'est aussi le thème de cette soirée, l'eau vivante et l'hydrogène moléculaire au service de votre santé. Donc, en quoi l'hydrogène est particulièrement l'hydrogène dissous dans l'eau et non pas rajouté ou enrichi? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Ilyes? Oui, ben, je l'ai dit tout à l'heure, donc dans le cycle de Krebs, l'hydrogène a sa place au niveau mitochondrial, la place la plus importante pour donner des ATP, l'énergie. Et donc, c'est la base même du renforcement cellulaire pour les cellules saines. C'est la base même, cette énergie pour permettre l'autodestruction, parce qu'il faut de l'énergie même pour l'autodestruction. Et ce qu'on appelle l'autodestruction clean, qui permet ben, de remplacer des cellules et faire la reconstruction, organique, un tissulaire, deux organique. Et donc, c'est un processus vers la bonne santé. Et d'ailleurs, dans ma dynamique de l'approche, on a toujours parlé d'aller au-delà de la guérison. C'est plutôt d'aller vers la bonne santé, donc vers la notion de base de la bonne santé. Et la notion de base de la bonne santé via l'hydrogène, c'est d'être avec une énergie suffisante pour faire face à la dynamique de la vie. Ben, tout à l'heure, il y a eu même, ça a été abordé, le côté parasitaire, par exemple, quand il y a une baisse de l'immunité. C'est pour ça que dans le protocole hybride, j'ai même rajouté la thérapie antiparasitaire et les vermifuges. Mais il faut savoir qu'une eau ionisée, hydrogénée et alcaline permet également ben, de faire cette détox, surtout si on boit par exemple un verre d'eau à pH 11,5 le soir et 1 à 3 le matin, ben, de permettre ben, de ce nettoyage intestinal parce qu'il faut savoir que tout ce qui épuise l'organisme favorise un terrain. Et d'ailleurs, Antoine Béchamp avait cette citation qui est très importante. Le virus, dans le microbe n'est rien, qu'il soit virus, bactérie ou parasite ou ver, le terrain c'est tout. Et donc finalement, c'est dans cette vision globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée que doit être ce focus vers la bonne santé et finalement dans la convivialité et dans Dans la... la bonne humeur, tout y est pour être en bonne santé. Voilà. Et surtout, boire de l'eau donc vivante, de qualité, avec intention, avec bon, émotion même, et avec même possible une sémantique pour boire, pour remercier le divin. Et donc, quelque part, c'est dans cette dynamique de spiritualité que ben, peut se faire la méditation et la contemplation à bon escient. Voilà. Et je vous remercie. Hein. Voilà. Yes. Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'hydrogène moléculaire parce que il a quand même des vertus aussi anti-stress, neutralisant les radicaux libres les plus agressifs, et puis il a d'autres propriétés. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes? Notamment, oui, que c'est un anti-inflammatoire naturel. Hein, l'hydrogène moléculaire a vraiment toutes les attentions du milieu médical et de la recherche parce que ça a plein de vertus. C'est un neuroprotecteur, c'est un musculoprotecteur, ça répare l'ADN, ça permet la fabrication naturelle du glutathion par le corps.
Je vais en oublier, mais en fait, c'est vraiment une molécule super importante et presque magique. Mais ouais, en tout cas, Et, voilà, c'est et étant, vital. étant la plus fine, elle est autorisée à passer la barrière hémato-encéphalique et donc à faire Oui, aussi le travail ouais, ouais, dans c'est le ça. cerveau. Outre le fait que ça soit une molécule très puissante antioxydante, comme tu dis, c'est la plus petite et effectivement, avec l'autorisation de franchir la barrière hématocéphalique, autorisation que n'a pas le glutathion, le Q10 ou la vitamine C, par exemple. Ok. Voilà. Bien, les amis, bah, je crois qu'on arrive gentiment à la fin de cette soirée. Je regarde s'il y a quelques questions. Profitez-en, là, on va peut-être en prendre une ou deux. Alors, j'ai professeur Alibi, un vrai leader. Je suis très fier d'être son étudiante. Voilà, on a beaucoup de témoignages tournés vers vous, professeur Alibi. Qu'est-ce que l'on a? Alors, est-ce que l'on peut concéder? Alors, est-ce que nous pouvons concéder les conditions de l'hypoxie en conditions normales? C'est la question de Soumeya Benamar. Je ne sais pas si c'est clair. L'hypoxie en conditions normales. Ouais. Non, l'hypoxie a lieu lorsqu'il y a des infections et des infections malignes. On a des conditions d'hypoxie. Ok, ok, merci beaucoup. Il y a une autre question d'Yvette. Est-ce qu'une bactérie infectieuse et inflammatoire peut être neutralisée par l'oxygène des globules rouges? Une bactérie infectieuse et inflammatoire. Alors, cela a été montré, ces motifs CpG, déméthylés, qui seront transportés par, 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 par ces globules rouges pour s'être phagocytés par les macrophages. Voilà, donc la réponse est oui. Et tout à l'heure, j'ai parlé de cancer immunodépendant, mais en fait, c'était plutôt hormonodépendant. Donc, est-ce que voilà, la qualité des globules rouges, la fluidification du sang a donc un impact sur les cancers hormonodépendants? Une autre question. Il se peut, oui. Il se peut, oui. Il se peut. OK. Il se peut. Eh bien, s'il Moi, y a... j'ai voulu poser une question sur, bon, puisque nous sommes tous là, est-ce que on peut connaître la demi-vie de l'eau dans l'organisme, sachant La que durée... la demi-vie, comme on est la demi-vie des anticorps, aussi, est-ce qu'il y a une demi-vie de l'eau pour qu'il y ait une mémorisation de certains phénomènes hein, par l'eau? Intéressant, Olivier, je vais te laisser répondre parce que là, on parle de la mémoire de l'eau et donc des conditions. Vas-y, Olivier. Moi, je ne vais pas savoir répondre sur la demi-vie parce que je l'ai déjà entendu cette terme, mais je ne saurais pas répondre. Mais par contre, sur le fait que l'eau puisse garder en mémoire, ça, il semblerait que oui. C'est-à-dire que, en tout cas, au moins d'un point de vue théorique, quand on écoute Marc-Henri, voilà, qui travaille avec Gérald Pollack là-dessus, il estime effectivement que dans le corps, on a la possibilité de stocker, de mettre en mémoire. Alors, sur combien de temps et pourquoi en faire, ça, je ne saurais pas répondre. Surtout que une autre des versions, c'est qu'effectivement, l'eau est capable de prendre l'empreinte en termes de mise en mémoire et tout de suite de la restituer au minimum au champ morphogénétique. C'est-à-dire, c'est comme si l'eau prenait une empreinte et la remettait dans le champ informationnel. C'est-à-dire qu'elle la remettait voilà, dans le big data en quelque sorte. Mais structurellement, au regard de la quantité d'eau qui nous constitue, et notamment à la superficie, au minimum en extracellulaire et même en intra, mais en extracellulaire, il a été avéré qu'on pouvait stocker jusqu'à, de mémoire, 370 pétaoctets, c'est-à-dire, en termes d'équivalence, 17 siècles d'enregistrement Blu-ray. Donc, c'est juste énorme. Mais il est aussi évident que l'eau, c'est réellement un poumon souvent, c'est une expression qui avait été utilisée notamment par Jacqueline Bousquet, c'est un poumon qui respire avec la lumière. C'est-à-dire que l'eau passe son temps, effectivement, à prendre l'information, en prendre l'empreinte, et ensuite de la placer dans le champ morphogénétique. Donc, voilà,
il y a les deux versions, mais je pense que le corps a une capacité de mise en mémoire. Merci. Ça, c'est une évidence. Merci beaucoup pour toutes ces informations pertinentes. Sachant que le rein filtre continuellement le sang, 180 litres par jour, 130 millilitres par minute. Mmh. Donc, il y a une exérèse. Mmh. Est-ce que l'eau va passer l'information qu'elle avait stockée à une autre eau? Oui, alors là, c'est pareil, il y a encore d'autres. Il y a plusieurs versions là-dessus. Il y a plusieurs versions là-dessus. Donc, je n'ai pas la réponse définitive, d'où cette, d'où cette respiration. Vraiment, l'eau, grâce à notamment sa nature de vortex, même dans l'infiniment petit, a vraiment cette possibilité de respirer avec l'invisible. C'est-à-dire qu'elle prend mémoire, comme si elle plaçait la mémoire dans le big data et qu'elle était capable de la reprendre à chaque instant. Donc ça, c'est vraiment étonnant comme phénomène. Enfin, c'est de toute façon comme ça que ça parle. C'est pour ça qu'on l'a dit morphogénétique, c'est-à-dire que de par cette nature et cette faculté, en permanence, elle prend l'information, les programmes et les informe et informe les briques du vivant pour que le vivant s'organise au regard de l'information donnée. Donc, elle est à chaque fois cette médiatrice entre les champs énergétiques et informationnels et la forme que nous donnons à chaque instant. Donc, voilà. D'où la nécessité également de permettre enfin, à ce que l'eau puisse vivre un reset informationnel qu'on va retrouver dans l'hydrolyse naturelle des eaux courant sur les montagnes, etc. Est-ce que tu peux nous parler du reset informationnel? Parce que l'infiltration est un sujet, mais l'information du poison qui a été Voilà. filtré est-il dans nos Ouais, eaux? effectivement, ça, c'est un argument majeur pour utiliser un électrolyseur, un ioniseur. C'est que, comme tu viens de le dire, la filtration aura pour enjeu d'essayer de retirer au maximum tous les toxiques. Bon, bah ça, c'est très louable comme intention, sauf qu'on s'aperçoit que ça dénature déjà très largement l'eau, d'un point de vue moléculaire, en termes de pH et de redox. Mais en plus, l'eau a pour autant porte toujours la mémoire du toxique. L'intérêt de l'électrolyse à ce moment-là, c'est vraiment de faire un reset informationnel, comme un strike, en quelque sorte, sur les clusters qui sont censés emprisonner l'information du toxique. Wow, voilà. Donc, par exemple, les eaux d'orage ou l'eau des cascades ou les électrolyseurs de qualité médicale vont permettre ce reset informationnel. Par exemple, et le ressac des vagues aussi. Le ressac des vagues, Le absolument. ressac des vagues, par exemple, c'est une forme de reset. Ouais. Alors, pour répondre à la question, y aura-t-il un replay? Cette émission, cette masterclass, bon, je pense que vous avez compris la valeur de cette masterclass ce soir. Elle est enregistrée et elle sera bientôt disponible sur YouTube. On vous fera passer le message à travers le docteur Barly, le professeur Haribi, Olivier Neveu, etc. Rassurez-vous. Voilà. Allez, on va reprendre une question rapidement. Est-ce que l'on peut boire de l'eau d'orage? Bah, oui, à la limite, en tout cas, elle est préférable à l'eau de pluie. Ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est au regard des environnements qu'elle traverse, cette eau. Malheureusement, aujourd'hui, les eaux d'orage sont plus celles d'hier. Mais les anciens disaient, rien ne vaut une pluie d'orage. Les Et anciens. d'ailleurs, Marcel Violet, qui est un des précurseurs sur l'étude de l'eau et qui avait amené l'enseignement de l'eau dans les facultés de médecine, avait pris appui avait fait des observations sur ce que la nature faisait de cette eau d'orage ou les animaux aussi qui se précipitaient sur cette eau d'orage. Oui, donc je précise qu'on est quand même dans un environnement en 2024 d'hyperacidité environnementale voilà, qui nous stresse sur tous les plans, la qualité de nos émotions, hein, Ilyes le disait tout à l'heure, la qualité de ce que l'on respire, de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, le rayonnement électromagnétique. Il est donc extrêmement important et vital d'avoir un sang qui circule, n'est-ce pas, professeur Haribi, et bien évidemment de permettre au corps de retrouver un équilibre homéostasique sans avoir à puiser dans ses stocks, parce que ces stocks ne sont pas infinis. Donc l'eau Mais vivante, un équilibre dynamique, comme disait Ilyes, c'est-à-dire qu'il faut entendre dans l'équilibre quelque chose qui oscille et non pas quelque chose qui est statique. Comme le disait aussi le professeur Haribi, c'est-à-dire que tout est affaire de mouvement, de transit, notamment pour la gestion de l'entropie. Donc c'est un équilibre dynamique, mais dans une juste mesure, c'est-à-dire pour assumer toutes les fluctuations endogènes et exogènes.
Il faut rappeler que l'équilibre absolu, c'est la mort. Oui, c'est ça. L'équilibre statique, c'est la mort. Voilà. Comme dirait Ilyes, la peur de la mort, c'est… Alors, non, moi je dirais d'avoir dit. que la guérison, c'est de mourir pour pouvoir vivre une nouvelle vie dans sa propre vie. Et quand on se libère des bénéfices sociaux et familiaux professionnels liés à la maladie, et on reprend notre personnalité initiale en mettant en évidence le pouvoir Sur du une cœur, donc publication à le propos pouvoir de… de l'intuition et le pouvoir d'introspection, quelque part, ça aide à ce reset zéro tant recherché pour redevenir authentique, donc renaître à chaque instant et quelque part savoir qu'on n'a qu'une seule vie est la meilleure façon de vivre pleinement sa propre vie dans sa vie. Et donc sur cette vision un peu philosophique, ça nous permet de conclure dans une dynamique de la responsabilité de chaque citoyen conscient à l'égard de sa propre santé, puisque toute la vérité est en chacun de nous via le divin. Voilà. Sur ce, je Voilà, vous remercie. une conclusion magnifique. Merci beaucoup. Alors, j'ai un doigt qui se lève. Bon, exceptionnellement, Pierre, parce que tu as déjà posé une question, je vais accorder que tu poses la question. Vas-y. Voilà, merci. C'est parce que j'ai pu voir une publication à propos des fréquences qu'on pouvait envoyer, des fréquences de médicaments, entre autres, qu'on pouvait envoyer sur l'eau par téléphone. Et ils appelaient ça la médecine du futur. C'est-à-dire que tel médicament ou produit pharmaceutique est envoyé par téléphone sur un verre d'eau. Et tu bois ce verre d'eau comme si tu avais consommé ce médicament. Oui, ben, je peux Voilà. répondre. C'est une technologie des fréquences, ça s'appelle le AO Solex. AO Solex. Donc, quelque part, bon, il y a plusieurs méthodologies. Il y a le quantum analyseur de basse fréquence magnétique, il y a la photospectrométrie de l'oligocheck, et ben, il y a d'autres méthodes. Et donc, ces méthodes permettent d'évaluer par exemple, chaque émotion a une fréquence, chaque métaux lourd a également une fréquence, chaque complément, par exemple, vitamine, acide aminé, oligoéléments et coenzyme a sa propre fréquence et chaque organe a des fréquences particulières. Donc, il est possible au jour d'aujourd'hui, par un simple enregistrement vocal de 11 secondes, d'avoir les différentes fréquences d'une personne parce qu'il y a la mémoire de quelque part de l'enregistrement, de ce qu'on dit. Et donc, parce qu'il y a un binôme fréquentiel donc, qui nous permet d'avoir deux types de fréquences et c'est une empreinte. Il ne peut pas exister une autre personne qui a les mêmes fréquences que vous. Et comme maintenant, par exemple, on peut reconnaître, il y avait à l'époque l'empreinte digitale, puis il y a maintenant l'empreinte faciale, puis il y a l'empreinte de l'iris des yeux, il y a cette empreinte vocale. Et notre voix renferme l'information à propos de tous nos espoirs, nos rêves, nos douleurs, nos peines, et même nos allergies par rapport à des charges émotionnelles, nos manques, nos besoins. Parfois, vous traversez un marchand de légumes et vous allez vers un légume ou un fruit. Ben, certainement, si vous faites des analyses, les composants de ce fruit ou de ce légume représentent votre propre déficit. Donc, c'est une technologie qui existe. Elle est basée aux États-Unis, donc c'est dans le Utah. C'était une technologie que j'avais suivie en 2013 avec l'université de Omsk en Oural, en Sibérie. Puis cette technologie, à l'époque, c'était le pouvoir antioxydant. Donc, quand on avait invité les conférenciers à cette époque, on disait qu'on faisait de la science-fiction, mais
Ça a bien progressé en passant par les Chinois et enfin maintenant avec les Américains. Mais c'est juste pour dire que quelque part, il y a cette mémoire qui peut être dans l'eau. Et quelque part, je pourrais aller même plus loin. Euh, Tout le pouvoir de l'intention se manifeste par votre sémantique. Le subconscient ne connaît pas la double négation. Il ne connaît que le mot clé principal. Donc, je n'ai pas envie d'avoir peur. Ça va vous mener vers la peur. Parce que la double négation, c'est le mot-clé qui ressort. Et donc, c'est le verbe qui sera la source de l'énergie de la création. Donc, vous pouvez être l'acteur de votre bonne santé si vous le désirez sincèrement. Transporté par quoi? Transporté par quoi, cette information? Par l'eau à une fréquence de 300. 400. Alors, tu me rappelles la fréquence, je ne sais pas pourquoi elle m'échappe à cet instant. Alors, ce n'est pas la 440, c'est la 432. Voilà, Hertz. Voilà. 40, ouais, c'est Non, virgule. 440, c'est la perturbation. La 432, c'est l'équilibre et la sérénité. Voilà. Bon, pour être précis, Antoine nous a dit 429,58. Très bien. Eh bien, par exemple, Marc-Henri parle de 429,62 Hertz. Voilà. Bon, il y a d'autres fréquences. Il y a d'autres fréquences. Bon, on ne va pas les citer. Il y a la 963 spirituelle. Il y a même des fréquences de guérison, des fréquences thérapeutiques. Et donc, ce qui nous importe, la fréquence de la sérénité, la fréquence de l'eau, elle est déjà un bon élément pour aller vers le soi authentique. Alors, il me semble que c'est dans le Coran hein, qu'on dit, vous m'arrêtez si je me trompe, mais donnez un verre d'eau et il vous sera ouvertes les portes du paradis. Oui, parce que c'est la meilleure des aumônes et même c'est cité encore plus haut. On peut faire les péchés qu'on aurait fait, mais si on apporte de l'eau à un chat ou à un chien, on pourra espérer le paradis également. Merci. Parce que tout est dans l'eau. Voilà. Et de l'eau vivante, les amis. Buvez Voilà. de l'eau vivante. J'ai envie de transmettre ce soir. On a des moyens d'avoir de l'eau vivante chez soi, à domicile, et ça change la vie. Et bon, voilà, peut-être que nous ferons une masterclass spéciale pour les gens à qui ça a changé la vie. Professeur Aribi, je vous garde pour la fin, pour votre mot de la fin. Olivier, pourrais-tu nous... Parce que Ilyes, à moins qu'Ilyes, tu aies un mot de la fin à nous dire, mais nous t'écoutons, et puis ensuite Olivier, et puis ensuite professeur Aribi. C'est juste que je suis ravi d'avoir partagé avec vous cette première mondiale avec professeur Morad Aribi. Également, je suis ravi de partager dernièrement l'article sur la thérapie hybride orthomoléculaire du cancer qui a été publié ce 19 septembre sur le journal de médecine orthomoléculaire, JOM. Donc, Stéphane va partager le lien. C'est un des premiers protocoles. On a étudié 50 protocoles thérapeutiques. On en a sélectionné 7. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas sa place, mais vous savez que dans un article pédagogique scientifique, il faut avoir une certaine logique. Et il faut savoir que cet article a été lu en moins d'un mois plus de 5 200 000 fois, ce qui est exceptionnel. Et donc, on espère que on est à un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité et que la bonne santé sera prise consciencieusement et avec tout le cœur que ceci nécessite, que ce soit de la part du citoyen conscient et que ce soit du thérapeute, du médecin ou du système de santé, et donc d'être au service de l'humanité. Et je vous remercie. Et oui, et nouvelle pour le docteur Barly. On milite. Merci. Pour double prix Nobel, les garçons. Bref. Merci pour cette information-là.
Olivier Neveu, qu'est-ce que tu auras envie de Oui, nous il y dire? a plein de choses à dire, mais pour boucler la boucle, c'est-à-dire j'avais commencé en disant que le seul fondement de l'univers, c'est le mouvement et que l'eau vivante l'incarne, et d'entendre le professeur Haréby de dire que voilà, cette qualité de mouvement et du sang et des liquides intra ou extracellulaires sont vitaux pour faire face aux problématiques, ou en tout cas pour rester en bonne santé, ben voilà, la boucle est bouclée. Et pour faire le lien avec les fréquences, c'est vrai qu'avec cette eau vivante, en restituant tous les critères qui qualifient vivant, en levant les obstacles du vivant, on permet à notre corps d'être au diapason de toutes les fréquences qui nous nourrissent. Et voilà, l'idéal est là. Merci, merci Olivier. Professeur Haribi, tant que je vous tiens, j'ai une dernière question de Sophie Tréguet, donc je vais être obligé de vous la poser parce que voilà, c'est la dernière de la soirée et comme ça vous pourrez aussi terminer avec le mot de la fin. Est-ce que le phagocytage des cellules cancéreuses par les globules tueuses s'applique à un cancer hormonodépendant et si ce type de cancer doit être dans un milieu acide ou alcalin? La phagocytose des cellules cancéreuses dans un milieu alcalin. Voilà. Est-ce que le Ah, phagocytage des cellules cancéreuses par les globules tueuses, NK, s'applique à un cancer hormonodépendant et si ce type de cancer doit être dans un milieu acide ou alcalin? je n'ai pas d'élément de réponse parce qu'il faut faire de l'expérimentation pour pouvoir répondre à cette question. Donc, voilà, ce que je sais, dans les expériences ex vivo, nous essayons de favoriser, de mimer ce qui se passe chez l'homme. Donc, on fait des cellules qu'on peut extraire, des cellules NK, et on essaye de faire tout ce de mimer euh, ce qui se passe dans l'organisme. 37 degrés Celsius, CO2, 5% de CO2. À vrai dire, il faut aller jusqu'à 20 degrés, 20%. Donc, dans les milieux de culture, on met 5% de CO2. Voilà, et on met un milieu qui est proche de ce que nous voyons dans l'organisme. Donc, il faut faire de l'expérimentation pour pouvoir le prouver. Ramener des cellules NK, changer les pH et regarder le résultat. Je ne peux pas deviner des expériences que nous n'avons pas encore réalisées. Merci beaucoup, professeur On ne Haribi. peut pas dire quelque chose, affirmer. Moi, ce que je veux dire, c'est ce que je veux recommander, c'est éviter la stagnation, provoquer un mouvement de nos cellules. Donc, peut-être, comme vous l'avez bien évoqué à travers la vidéo que vous avez partagée, c'est grâce à une eau vivante. C'est que cette eau va permettre à nos cellules de bouger. Et je rejoins l'idée sur la négation de la négation, je dirais, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Wow. Merci beaucoup. Ça c'est un mot de la fin magnifique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, professeur Haribi, ou c'est bon? Voilà, c'est bon. Ok. Eh ben, voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, en gratitude pour les 145 personnes qui ont été présentes avec nous ce soir, qui ont écouté des Gugus pendant 2 heures à parler de science, à parler médical, à parler parfois des termes très techniques et en même temps vulgarisés, qui a été, je pense, compris pour la plupart des gens qui étaient présents ce soir et ça a été une vraie révélation. Merci infiniment de votre présence. Merci Olivier d'avoir répondu présent. Merci Ilyes d'avoir répondu présent comme à chaque fois. Professeur Haribi, c'est un bonheur pour moi de vous rencontrer. Merci Ilyes de nous avoir permis d'avoir cette révélation mondiale. Évidemment, cette masterclass est enregistrée et nous pourrons la partager bien évidemment avec beaucoup de joie. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. Soyons dans la gratitude de ce moment. Et puis, quand vous buvez un verre d'eau, fût-il vivant, mettez-y votre cœur de la gratitude, autant que nous en avons ce soir d'avoir été ensemble. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.